Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle session d'information me consacrée respectivement à la page rétrospective. La semaine a été chargée avec plusieurs actualités. Le président de la République a voyagé presque dans plus de 4 pays pour rechercher la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. On en parle dans cette page rétrospective. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un invité qui s'appelle Maître Eli Beni Kamalenga, président du parti politique Action pour un Congo uni, ACI en cycle. Ok, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour cher Alain, c'est toujours un plaisir d'être là. Donc DSC Info, cette belle chaîne, ces beaux plateaux, oui, ces beaux cadres qui nous accueillent. Nous nous sommes déjà habitués. Je salue le promoteur pour le travail énorme qui est fait à cet endroit. Donc, c'est quand même bien d'encourager les jeunes qui font que la RDC puisse rayonner. Et le promoteur de cette chaîne, M. Carlos, en fait partie. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre de la page rétrospective et non dans notre cadre habituel de l'émission, le débat national. Le président de la République s'est rendu le samedi dernier, une semaine passée, à Bujumbura, au sommet de l'EAC pour parler de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Cette partie qui fait couler encre et salive, c'est chaque jour qu'on en parle parce que le nombre de tués ne cesse d'accroître dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a fait que le président Félix séjourne en Bujumbura pour assister aux assises du sommet de l'EAC. Ils ont parlé de la sécurité de la République démocratique du Congo. Nous demandons à la régie de nous balancer l'élément pour nous enquérir de ce qui s'est réellement passé et puis revenir pour débattre avec notre invité. Réunis à Bujumbura le samedi 4 février 2023 pour la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, le chef d'État de l'EAC ont fait savoir par un communiqué les résolutions prises pour faire taire les armes à la partie est de la RDC. Un cessez-le-feu immédiat de toutes les parties a été obligé, un retrait de tous les groupes armés, y compris les étrangers. Plusieurs réunions se sont succédées pour redonner la paix à l'est de la RDC, 2 mini-sommets de Luanda, de Nairobi, sans compter le déplacement du facilitateur Uhuru Kenyatta à Kinshasa. Tout cela n'a rien donné. Chose qui pousse Maître Eli Beni Kamalenga, cadre de l'Union sacrée, de faire savoir qu'aucun résultat positif ne suivra après cette réunion de l'EAC. On a pris acte de la non-applicabilité de ce qui s'était décidé à Luanda. Donc tout ce qui avait été décidé, rien n'a été respecté. Et ils ont pris la décision à l'unanimité de la cessation immédiate des hostilités et du retrait du 1-23 sur les sols congolais. Alors nous constatons que pour la énième fois, rien n'a été respecté. Et pour ce qui nous concerne, nous demandons à notre gouvernement de cesser toute collaboration avec les East Community et d'encourager nos FARDC, de doter de tout le nécessaire pour pouvoir bouter dehors les terroristes du M23 et les Rwandais qui s'est joué de nous pendant plus de 25 ans. Il s'y est de signaler que Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a exprimé à vive voix son désaccord sur la passivité de forces de l'EAC venues pour aider les FARDC à mettre fin à cette aventure du Rwanda par les billets de M23 au Nord Kivu. Voilà, nous venons là de suivre l'élément du sommet de l'EAC. Maître Eli, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce sommet de l'EAC? C'est vrai qu'à chaque fois, on s'est réunis pour chercher la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais jusqu'à ce jour, cette paix-là tarde à venir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce sommet, 20e sommet de l'EAC? Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que
il était question à l'issue de ces sommets de faire l'évaluation de la force de l'EAC qui a été envoyée sur place en RDC avec les contingents kenyans qui, pour nous, ne fait pas ce qu'on attend d'elle parce que les missions étaient offensives, mais ils sont là, ils s'érigent en zone tampon. On les voit faire des accolades avec les terroristes rwandais du M23 et la position de la RDC a été claire pour qu'on nous rende compte de jeux, pour savoir à quel jeu les troupes kenyanes qui sont sur notre sol sont en train de jouer. Parce que ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas le fait de les voir faire des accolades, ce n'est pas des photos avec les M23. Et à l'issue de cela, la RDC a fait le constat de la non-applicabilité de résolution de Luanda et nous avons rendu public notre communiqué pour dire que c'est le statu quo, rien n'a été respecté parce qu'il était question du retrait de 1-23 et de la cessation immédiate des hostilités dans notre pays. Alors, le constat est que rien de tout ce qui a été pris comme résolution à Luanda n'a été respecté. Donc c'était ça l'objet de cette réunion-là. Et la RDC a laissé entendre sa voix que nous étions totalement contre. Et à l'occasion, vous avez vu que le chef de l'État a pu appeler son homologue kenyan pour parler au général qui est en charge des opérations chez nous, pour lui dire que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ce qu'on attendait d'eux. Ils n'étaient pas là pour aider le Rwanda, encore moins les favoriser, prendre des photos avec eux. Donc, c'est cela ce qu'on pouvait attendre. Et la RDC, nous sommes vraiment déçus du comportement des troupes ou des contingents kenyans qui se trouvent sur les sols congolais. Après Bujumbura, le président de la République s'est rendu à Oyo, à Brazzaville. Ils ont parlé avec Sassou Nguesso. Rien n'a filtré de leur causerie. Après Oyo, il s'est rendu à Luanda, où il a parlé avec son homologue Joao Lorenzo, toujours sur la question sécuritaire de l'Est. Ce n'est pas des rencontres de trop, il faudrait changer de méthode ou passer à l'offensive? Non, ce ne sont pas des rencontres de trop. Nous sommes dans une situation où la diplomatie est en train de bouger de part et d'autre. Il vous souviendra que la RDC est en train de gagner la bataille diplomatique sur terrain. Il vous souviendra que Rwanda a eu beaucoup de facilités avec des engagements qu'il a pris par rapport aux ressources minérales qu'il n'a pas sous son sous-sol. Il a pris des engagements, il y a de l'argent qui est entré. Chaque fois, il y a l'exemple avec les Qataris. Hein, il était financé à 60% par les Qataris. Il y a eu même une usine des raffineries d'or. Et tout ça, il y a la société d'aviation qui était financée à 60% donc, avec les Qataris. Et tout cela, avec l'endurcissement de la position de la RDC, le Rwanda est en train de connaître une sécheresse sur le plan économique. Et rien ne bouge. Les enfants ne vont plus dans les écoles, les universités ont fermé. Et puis, rien ne va là-bas. Comprenez? Aujourd'hui, les avions rwandais ne peuvent plus traverser l'espace aérien congolais. Et tout cela est en train d'amener la chute au Rwanda. Et c'est comme ça qu'il y a des plaidoyers à gauche, à droite. Et je crois que si rien n'a filtré de la rencontre à Oyo entre son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Sassou Nguesso, je crois qu'entre autres, ils sont en train de plaidoyer pour qu'on puisse permettre les avions rwandais de traverser l'espace aérien. C'est que le chef de l'État n'admet pas. Vous comprenez? Alors pour tout cela, il y a des plaidoyers à gauche, à droite. Mais il faut dire que la RDC est en train de gagner cette bataille et nous la gagnerons jusqu'à la fin. D'où il ne faut pas trop nous déranger parce que le chef de l'État doit voyager pour aller dans des rencontres régionales et sous-régionales. Pourquoi? Parce que notre pays est au centre d'un complot international en ce moment ici. Il y a une guerre imposée où il y a Kagame qui est à la fois patron
des M23 et patron des ZDF. Les ZDF, ce ne sont pas des Burundais, des Ougandais. Il y a une révélation qui venait d'être faite par un de ses proches. Un de ses proches avec qui ils ont créé les ZDF. Il se plaint. Il dit que ces ADF-là sont une forme de menace pour lui. Et ici, il faudra qu'ils viennent les traquer en République démocratique du Congo. Non, là, il s'agit des FDLR. Oui, plutôt des FDLR. Ça, ce sont des prétextes. Chez nous, nous n'avons pas de FDLR qui menaceraient la quiétude rwandaise. Vous comprenez? Mais par contre, lui, il finance les terroristes M23 qui est un sous-ensemble de son armée. Et il y a également les ZDF qu'on fait passer pour des Ougandais alors que ce ne sont pas des Ougandais parce qu'on s'était défait totalement des ZDF. Il y a une révélation d'un de ses proches avec qui il a travaillé pour ce programme-là. Et tout ça, c'est Kagame, dans le sens de continuer à maintenir l'instabilité dans notre pays pour entrer, piller, voler et tuer les gens chez nous. Quand la ministre belge des Affaires étrangères dit que pour qu'il y ait une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo, Kinshasa et Kigali doivent se mettre autour d'une table pour parler. Qu'est-ce que vous faites comme lecture? Moi, je suis totalement contre cette procédure-là. On en a assez fait des rencontres comme ça. Parce que vous savez, ils sont pratiquement à la base, ils sont à la base de ces bourbiers qui dérangent, qui amènent l'instabilité chez nous. Parce qu'il vous souviendra qu'il y a plus de 8 mois maintenant, le roi était ici chez nous. Oui, le roi belge. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Est-ce que vous comprenez? On suivait un débat, là, il y a un journaliste belge, monsieur, si c'est Brisant, quelque chose comme ça, Martin Brisant, il dit que la décision à leur niveau est que tous les grands pays au monde doivent être balkanisés et à l'instar de notre pays. Vous comprenez? Et l'instabilité, les guerres qu'il y a, c'est amené par eux. Vous comprenez? Le Congo est en termes de superficie. Exactement. Okay. Il répondait à une question autre lui posée et il va tout droit parler de cette question-là en parlant de la RDC. Donc c'est pour vous dire que ce que fait nos amis occidentaux nous met pratiquement mal à l'aise par moment parce que ils sont à la fois à la base de l'instabilité de nos pays parce que pour eux, si on se développe, ils ne peuvent pas survivre. Ils ne veulent pas qu'un jour nous leur disons ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Oui. Et ça doit se faire dans le sens inverse où il n'y a que qui doivent nous dire ce qui doit être fait, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est ça le problème. Parce que il y a plus de 25 ans maintenant que la RDC connaît plus de 12 millions de morts. Ce qui dépasse même les morts réunis de la première et de la deuxième guerre mondiale. Ils n'ont jamais indexé le Rwanda. Mais pourquoi là le monde reste silencieux par rapport à ça? Non, le monde reste silencieux parce que c'est eux qui sont à la base de la situation d'instabilité que nous traversons. On lui pose la question à ce monsieur par rapport à Ukraine. Vous comprenez? Il a fallu que la guerre ça commence en Ukraine. Ils ont apporté de l'aide militaire, financière, matérielle et tout ça. Mais la RDC, nous sommes victimes d'une guerre barbare nous imposée par le Rwanda, l'Ouganda et les autres, sous couvert la communauté internationale qui a été silencieuse jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent nous dire que non, il faut que Kinshasa et Kigali se mettent ensemble alors qu'ils n'ont qu'à dire à Kigali de retirer ses troupes sur le sol congolais? Est-ce que les morts congolais sont des bêtes, ce sont des animaux? Les Congolais n'ont pas droit à la vie? Vous comprenez? Si Dieu nous a donné ce qu'il nous a donné, il n'a pas donné au Rwanda, ce n'est pas notre problème. Vous comprenez? Et on doit jouir de ce qui est à nous. Le problème est que nos amis doivent cesser avec la distraction. Ils doivent comprendre que nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée où les choses ne se comprenaient pas. Mais aujourd'hui, nous comprenons ce que représentent les enjeux que représente notre pays. Nous comprenons ce qu'il y a. Et c'est l'heure de saluer aujourd'hui le chef de l'État congolais qui a compris et qui est en train de mettre tout en œuvre pour que les richesses de la RDC profitent réellement aux Congolais.
Merci. C'est par cette phrase que nous terminons le premier sujet. Que la richesse de la République démocratique du Congo bénéficie au peuple congolais. C'est ce que je retiens de votre première intervention et cela nous amène directement en Afrique du Sud, en Cape Town, où le président de la République a participé à la conférence internationale minière Indaba, où il a parlé de ce que représentait la République démocratique du Congo sur ce qui concerne ses ressources minières. Et aussi, c'est la même semaine, le président de la République a reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis et de la République d'Arabe d'Égypte qui sont venus présenter leurs lettres de créance. La régie, balancez-nous ces éléments et puis on revient tout juste après. C'est sur une diplomate de carrière et de haut rang au sein de services des affaires étrangères que les États-Unis d'Amérique ont porté leur choix pour maintenir la flamme diplomatique avec la République démocratique du Congo, l'une de leurs vieilles amitiés. Lucie Timeline, nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en RDC, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Celui-ci les a chaleureusement reçus à l'image de relations stables qu'entretiennent les deux pays. Madame Timeline a démontré sa capacité à diriger et gérer les missions des États-Unis à l'étranger. Tout récemment, elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires ad interim en l'ambassade des États-Unis à Khartoum, au Soudan. Les Béninois, comme les Centrafricains, l'ont aussi connue comme ambassadeur des États-Unis dans le passé. Elle a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis au Portugal et au Tchad. Forte d'une expérience supplémentaire engrangée au sein de missions des États-Unis auprès de Nations Unies et de leurs agences spécialisées en tant que conseillère économique à la mission des États-Unis auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et commercial, Lucie Timeline fut également chef d'équipe pour la reconstruction provinciale à Erbil. De Bujumbura à Oyo au Congo-Brazza, en passant par Luanda, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne en Afrique du Sud pour participer à la conférence internationale minière Indaba qui a démarré le lundi 6 février sous le thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». En marge de ces assises, les deux chefs de l'État, congolais et sud-africains, discuteront en particulier sur la situation dans la région de Grand Lac et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Peu avant son départ pour Cape Town, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Oyo au Congo-Brazzaville où il aurait échangé avec son homologue Denis Sassou Nguesso autour de la tension entre Kinshasa et Kigali, mais malgré cela, rien n'a filtré de leur entretien. Après Brazzaville, le chef de l'État s'est rendu à Luanda, reçu par Joao Lorenzo. Les deux hommes d'État ont échangé sur les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali et les offensives de M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette situation de l'est de la République démocratique du Congo reste la plus grande préoccupation du peuple congolais car elle a duré plus de 2 décennies et tout Congolais veut vivre cette paix tant recherchée. Voilà, vous venez là de suivre le désolement prévu pour cette deuxième partie. La présentation de l'aide de créance du nouvel ambassadeur américain en République démocratique du Congo et puis l'ambassadeur égyptien qui sont allés présenter leurs lettres de créance. Cette arrivée, ça peut être un nouveau vent sur le plan diplomatique où nous allons continuer à rester, à vivre ce que nous sommes en train de vivre, surtout que sur le plan financier, militaire, les États-Unis restent un partenaire privilégié pour la RDC. Est-ce que les États-Unis aussi prennent en compte ces relations entre la RDC de la même manière que nous le prenons? Oui, merci beaucoup. Je crois que les États-Unis, ce qu'il faut retenir, c'est un État dominant. Et les RDC, c'est un État dominé.
Okay. Ça, il faut le savoir. Mais dans le cadre des relations diplomatiques entre les deux pays, ça a toujours été au beau fixe. Le problème, c'est que nous avons toujours été sincères vis-à-vis de nos partenaires, que nous considérons être nos meilleurs amis, nos meilleurs alliés, nos meilleurs partenaires. Mais en reste, nos partenaires nous ont toujours joué des coups bas. Prévenez tout ce qui s'est passé pendant les 25 dernières années. On a passé l'enfer avec l'Est de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il s'est posé une remise en question sur les vraies relations qui doivent exister entre nous et nos partenaires privilégiés, notamment les États-Unis. Du reste, je crois que le fait d'envoyer leurs nouveaux ambassadeurs pour déposer l'aide de créance témoigne aussi des bonnes relations qui existent entre nos États, notamment les États-Unis et la République arabe d'Égypte. Donc les relations sont au beau fixe, mais quant à considérer que c'est les ciels ou les paradis qui nous apportent cela, il faut dire qu'à base des États, il y a toujours les intérêts. Donc pour cela, il faut seulement que la RDC travaille pour son développement, que la RDC définissent au mieux ses relations avec les autres pays du monde, notamment les États-Unis et autres. Et c'est cela même la parfaite définition de la politique étrangère ou extérieure. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on peut voir la chose. Il ne faut pas considérer que parce que... Parce qu'ils sont là, c'est peut-être la guerre à l'Est qui termine immédiatement. Non, pas du tout, pas du tout, parce que je crois que tout part avec les États-Unis même. Vous comprenez que le chantre de la déstabilisation de l'Afrique centrale, c'est Bill Clinton. En 1994, lorsqu'il s'est caché derrière la situation pour obtenir ce qu'il devait prendre en RDC, il y a eu des tueries aux États-Unis, et disons au Rwanda avec les génocides. Et puis, on a connu la mort de 3 chefs d'État pendant cette même période. Donc, c'est pour vous dire que la situation que nous connaissons aujourd'hui a pour source aussi les États-Unis et la France qui joue au solo a toujours été en avant-plan. Comment on a appelé l'opération? Comment ils ont appelé cela? J'ai oublié. Quand le couloir humanitaire a été ouvert pour que les Rwandais puissent venir en RDC, les réfugiés rwandais puissent venir en RDC, je crois que ils ont joué leur partition là parce qu'ils avaient besoin de déstabiliser l'Est de la RDC, prendre les minéraux gratuitement, comme ils l'ont fait pendant toutes ces années ici, en armant les Rwandais, en soutenant les Rwandais à faire tout ce qu'il est en train de faire en ce moment. Mais je crois que Dieu est dans chaque chose en son temps. Le Rwanda, c'est le déclin maintenant qui arrive. Il va connaître le déclin, il va connaître la sécheresse parce que Dieu n'est pas injuste. On a assez connu des morts comme ça. C'est le temps pour nous maintenant de marcher tête haute et de gagner cette guerre, enfin, pour que l'Est de notre pays recouvre sa paix et que les Congolais vivent dignement. Vous avez parlé dans votre prise de parole de ressources minières. Et quand la régie nous a balancé des éléments, il nous a balancé l'arrivée du président de la République en Afrique du Sud, où il a pris part à la conférence internationale minière Indaba. Qu'est-ce que cette conférence peut apporter à la République démocratique du Congo? D'abord, la visibilité. Il faut savoir que toutes nos provinces sont minérales. Ça, il faut le savoir. Toutes nos provinces... Même à Kinshasa. Même à Kinshasa, il y a des minéraux. Mais quand on vous dit que Kingakati est assis sur le pétrole, il y a des minéraux là-bas. Ce sont des ressources. Vraies et vérifiables. Vraies et vérifiables. Mais c'est parmi les blocs qui sont mis en vente par la RDC. Vous vous souviendrez que c'est connu. Donc, c'est pour vous dire que là où on traite les questions de la RDC, la visibilité, c'est comme un marché, un foire de minéraux. Donc, la RDC doit être présente. La RDC doit montrer sa face. Et si le chef de l'État s'y est rendu, ce n'est pas par hasard. C'est parce que on parle de la RDC. Lui, en tant que le numéro 1 des Congolais, en tant que le diplomate numéro 1,
il devait se présenter là-bas avec d'autres chefs de l'État qui ont aussi des ressources minérales dans leur sous-sol. Donc, ça n'a pas été un hasard. Il fallait montrer les visages là-bas et faire les plaidoyers pour nos ressources parce que vous savez que on doit valoriser. Dans sa prise de parole, le président de la République a demandé à ce que tous ceux qui exploitent ou qui viennent exploiter fassent en sorte que le Congolais, la population congolaise aussi se retrouve. Et le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, le jour où il a intervenu, il a martelé sur les décisions prises à Niamey, demandant au pays de sortir les 10% de leur budget pour faciliter la transformation de minerais que chaque pays a dans son sous-sol. Est-ce une autre façon de voir l'Afrique évoluer ou nous allons continuer dans cette logique, il faudra extraire, aller vendre chez l'homme blanc, c'est l'homme blanc qui vous fixe les prix et en fin de compte, on va rester dans la logique des pleurnichés? Et je crois que un homme d'État qui prend le pouvoir sans programme, sans projet, arrive par cette ignorance-là à méconnaître la valeur de son sol et le sous-sol. Ça, c'est très important de le souligner. Nous avons vécu depuis 1960 à ce jour à une situation où nos produits, que ce soit minéraux, que ce soit agricoles, nous sont achetés à vil prix, à des prix planchers, et nous arrivent en Occident, ils sont transformés en matière première, on nous les retourne et on nous les vend à des prix plafonds, donc c'est-à-dire le plus cher possible. Ceci est pour te dire que ce qui se passe en ce moment, c'est une prise de conscience réelle qui se traduit en acte par le fait que le chef de l'État congolais, qui est connaisseur, qui a connaissance de la valeur des sols et des sous-sols, qui a connaissance des ressources que nous avons et des bonheurs que ça peut apporter au peuple congolais, est en train de faire ses plaidoyers pour que ceux qui viennent acheter, ceux qui veulent exploiter chez nous, qui pensent aussi que en faisant ce qu'ils font, d'abord, ça doit apporter au trésor public l'argent nécessaire pour pouvoir permettre au gouvernement de faire la politique comme il se doit avec des moyens dont il a besoin. Et ça permet aussi d'apporter un soulagement sur le plan social, notamment en créant les emplois, en diminuant le chômage, parce que les paisibles citoyens congolais qui n'ont pas de travail vont trouver du travail, et les milieux où l'usine de transformation de travail des sociétés qui s'implantent, ils doivent créer des conditions de vie sociales pour les habitants du coin qui doivent profiter. Notamment, ils doivent soutenir les activités soit pour l'épanouissement et l'encadrement de la jeunesse, oui. Créer les écoles, les centres de santé, les routes, même les activités sportives. De tout cela apporte le bonheur dans ce sens-là. Et le chef de l'État y a compris. Et c'est pourquoi vous avez vu que pendant des années, de telles activités pouvaient se faire, la RDC était présente. Il y a même de l'argent qui sortait pour le compte de la RDC, mais qui partait dans d'autres pays où vous avez les Congolais qui se contentent de prendre un pourcentage égoïste, mais l'État ne reçoit rien. Mais aujourd'hui, c'est le retour du géant dans le Conseil des Nations. La voix de la RDC s'est fait entendre. Vous avez parlé du ministre Paloukou, qui est un des excellents warriors que moi j'apprécie personnellement, comme il se doit, ce monsieur, parce qu'il travaille bien. Déjà en tant que gouverneur, j'avais beaucoup d'admiration. Maintenant, aujourd'hui, en tant que ministre, également, j'ai beaucoup d'admiration pour Julien Paloukou Kaongia. Et je vous dis que il en est de même du chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, les produits congolais peuvent être valorisés. Preuve, vous avez vu, le chef de l'État a fait en sorte que nous ayons une usine de raffinerie de l'or au Sud Kivu. Comprenez? Ce qui amène la sécheresse au Rwanda. Parce que le Rwanda a promis les merveilles et richesses à beaucoup de partenaires à travers le monde pour des richesses du Congo. Mais Félix est très intelligent, il dit, bon,
qui veut la paix prépare la guerre. Mais pour pouvoir mettre fin à ces pillages systématiques, il faut créer chez nous que ceux qui ont besoin de ressources de notre sol et de sous-sol, qu'ils viennent sur place chez nous, qu'ils puissent les acquérir dans les conditions exigées qui permettent à ce que l'argent entre dans les trésors publics. Et c'est comme ça que vous avez vu dernièrement là, il n'y a pas longtemps, l'usine du Sud Kivu a produit sa première production de l'or, de lingots d'or, qui a été acheté directement par les Qataris. Et l'argent entre dans les trésors publics. Par contre, il y a 20 ans, 22 ans, ça pouvait aller dans les poches des gens. Vous comprenez? Voilà. Et outre cela, il faut dire que le fait de prendre aussi les 27 blocs pétroliers et gaziers, les mettre en vente officiellement, permet à la RDC d'avoir les trésors publics de rafler plus de 650 milliards de dollars. Et je crois que vous vous imaginez avec 650 milliards de dollars ce qu'on peut faire pour pouvoir sortir de cet état de sous-développement. Mais pour les autres, nos partenaires occidentaux qui nous font la guerre économique, ils ne voudront pas nous voir évoluer ni être épanouis. Et c'est la guerre de Félix. Et ça, beaucoup de nos amis qui sont même dans l'opposition ne le comprennent pas. Ils ont besoin d'emprunter les mots de nos ennemis, des ennemis de la RDC, pour soutenir par exemple les discours de M23, les discours de Kagame et autres. Mais alors que ce que fait Félix aujourd'hui est extraordinaire. Nous ne faisons pas du pipeau, encore moins les dialogues, mais nous qui sommes scientifiques qui avons compris ce qui regorge notre pays et ce que ça peut nous apporter. Avec ça, je crois qu'il y a lieu d'espérer d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà, merci beaucoup. Il y a lieu d'espérer parce qu'il y a des avancées qui se font. Ça, il faut le reconnaître. Nous allons parler de la semaine ville morte à Goma. C'est vrai que la population en a marre, la population en a ras-le-bol. Il demande à ce que la force régionale de l'EAC puisse quitter le sol congolais parce que la mission qui a été octroyée à cette force régionale n'est pas suivie ou respectée à la lettre. Donc la force régionale est devenue amie au M23. Or, la mission de la force régionale était de traquer ces rebelles qui dérangeaient la République démocratique du Congo. Et cette semaine a été déclarée une semaine, la semaine qui vient de s'achever donc, a été déclarée une semaine ville morte dans la ville de Goma. Élément de la régie et puis on en discute juste pendant quelques minutes. Contestant la présence de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo, la population de Goma était ce lundi dans le rue pour manifester les ras-le-bol. Routes barricadées, inondées par une marée humaine, c'est le moyen pour cette population de faire entendre sa voix en répondant au mot d'ordre de la société civile qui est d'une semaine de ville morte. Les activités de la ville de Goma ont tourné au ralenti, boutiques, terrasses, marchés et autres petits commerces est resté fermé. Comme le dit un adage français, la masse n'a pas d'âme. Une frange de la population mal intentionnée s'est livrée dans un sabotage, chose qui n'est pas à encourager. À cet effet, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Constant Ndima, est descendu sur terrain pour palper du doigt la situation. Il a ensuite fait le point tout en rappelant qu'il s'agissait d'une œuvre de gens, de personnes mal intentionnées. Le rapport... Voilà, nous venons de suivre la marche à Goma, la semaine ville morte déclarée par la société civile, mais une marche qui a dégénéré. Il semblerait que les vidéos nous ont montré, ils ont cassé une église ou vandalisé une église, soi-disant de Banyamulenge. Je pense que s'il faudra revendiquer des choses qui sont justes et correctes, vandaliser le bien d'autrui ou chercher la bête noire comme ça ne fait pas bon, ce sont des actes à ne pas encourager. Mais du moins, la logique de ce qui a été demandé, la semaine ville morte, pour demander le départ de la force de l'EAC, était quand même une initiative louable. Maître Eli, comment vous avez reçu ce message de la société civile de Goma demandant une semaine ville morte pour le départ de la force régionale?
Merci beaucoup, cher Alain, pour la question. Je crois qu'on dit que la jeunesse est l'avant-gardiste de la paix. Lorsque la jeunesse s'élève pour revendiquer, il est dans ce droit de vouloir recevoir la lumière, ou bien, en ce qui concerne la situation qui se passe à l'est de la RDC, et surtout la colère suite au 20e sommet de l'EAC où était le chef de l'État, quand on a vu de quelle façon nos partenaires de la sous-région cherchent à se moquer de nous, alors la jeunesse n'a pas pu se retenir. D'où la marche, d'où la revendication. C'est constitutionnel et je crois que c'était quand même à saluer. Mais ce qui est condamnable, c'est qu'on ne permettrait jamais à ce qu'il y ait des actes de vandalisme, des pillages, de tueries. Là, ce n'est pas encouragé. On voudrait que tout se fasse dans les normes et qu'on respecte le bien d'autrui. Mais il y a quand même quelque chose de révélateur dans ce qu'ils ont fait. Vous avez parlé d'une église, soi-disant des Banyamulenge, oui. Au sein duquel on a trouvé une cave contenant des armes, des guerres neuves. Là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué et je pense que même que la justice de notre pays et même le service de sécurité des renseignements devraient faire le travail pour que telle église ne reprenne plus les activités et que les responsables de cette église soient traduits devant la justice et qui purgent les peines exemplaires, compte tenu du fait qu'ils n'étaient pas là pour prier et leur mission était de chercher à faire couler le sang des paisibles Congolais. C'est quand même interpellateur, révélateur, parce que aujourd'hui, là, les églises semblent oublier les rôles qu'ils ont à jouer, mais derrière l'église, les gens se cachent pour des zones, non seulement de lucre, mais d'assassinats et de comploter contre la sécurité intérieure de notre pays. Et là, on ne peut pas supporter. Nous sommes un État souverain. On ne permettra pas à quiconque de vouloir saper notre quiétude et surtout jouer avec l'intégrité territoriale de notre pays, parce que nous sommes même un État souverain. Voilà, élection, on en parle dans cette session d'information consacrée à la page rétrospective. Le nouvel ambassadeur des États-Unis accrédité en République démocratique du Congo et le représentant de l'USAID sont allés voir le président de la CENI, Denis Kadima, où ils ont parlé sur le processus électoral qui fait couler encre et salive. Récemment nommé ambassadeur, accrédité ambassadeur en République démocratique du Congo, le nouvel ambassadeur des États-Unis voulait se rassurer de l'effectivité des activités ou des actions que pose la CENI. Ils ont été reçus par le président de la CENI, M. Denis Kadima. Image et on revient tout juste après. Avec l'une des phases importantes du processus qu'est la révision imminente du fichier électoral, à travers l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui a débuté le 24 décembre 2022 par la première ère opérationnelle, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est entretenu avec la directrice adjointe des missions au sein de l'ambassade américaine en compagnie du directeur des missions de l'Agence américaine pour le développement international, jeudi 9 février 2023 au siège de la CENI. Au cours de leurs échanges, plusieurs questions ayant trait au processus électoral ont été évoquées. J'étais ici avec le député chef de mission pour l'ambassade américaine, Stephanie Miley. On a fait une réunion avec le président de CENI. On a discuté beaucoup de différents sujets sur les questions de registration, enregistration de gens partout dans le pays, les défis, les succès qu'ils ont faits. Voilà, vous venez là de suivre l'élément de ce qui s'est passé à la CENI. Le président de la CENI a reçu cette délégation deux Américains. Monsieur Eli, est-ce une façon pour les États-Unis d'accompagner ce processus? Parce que, nouvellement
accrédité ambassadeur en République démocratique du Congo, reçu par le président de la République. La première institution, la première institution qu'elle a choisi de rendre visite, c'est la CENI. Pourquoi d'abord porter le choix de la CENI? Et pourtant, elle pouvait voir aussi le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et puis peut-être rencontrer le Premier ministre, mais elle commence par la CENI. Bon, je crois que c'est difficile de se mettre dans la tête de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice, nouvelle ambassadrice des États-Unis. Mais si je peux comprendre, en tant que politique et en tant qu'analyste, je crois que 2023 étant une année essentiellement électorale, les élections sont en actualité et c'est une question qui fait couler salive et encre, surtout avec nos amis de l'opposition qui ne sont pas prêts pour les élections. Il faut comprendre que l'ambassadeur, la nouvelle ambassadrice des États-Unis a bien voulu se rendre compte de ce qui se passe réellement aux côtés de la CENI. Et je crois que arrivé là-bas, il a été éclairé. Parce qu'il y a les opérations d'enrôlement, d'identification des électeurs qui se font en ce moment. Il a peut-être cherché à avoir l'éclairage. Il a été éclairé. Donc voilà, c'est tout. Vous comprenez? Il a été éclairé certainement par rapport aux différentes questions qu'il a posées. Il vous souviendra aussi que les États-Unis nous ont assistés en ce qui concerne les élections. Je crois qu'ils nous ont donné 17 millions, si j'ai bonne mémoire. Oui. Et dans ce cadre-là, ils sont allés pour se rendre compte de l'effectivité de ce que fait la CENI et de ce qu'on a fait peut-être des fonds qu'ils ont alloués à notre CENI comme assistance en termes de la matérialité de ces activités. Comme les choses se font normalement et que d'ici là, d'ici fin de cette année, les élections auront bel et bien lieu, il y a de quoi. Nous sommes essentiellement arrivés à la fin de notre entretien avec vous. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans cette édition de journal mais consacrée à la page rétrospective? Non, mon passage, je crois que vous m'avez fait l'honneur d'être votre invité pour décortiquer de l'essentiel de l'actualité ayant émaillé la semaine entière, du lundi au dimanche. Et je crois que si j'ai pu être celui avec qui vous avez pu décortiquer ces actualités ou cette actualité, c'est un honneur pour moi. Donc je retiens que l'honneur m'a été accordé de décortiquer avec vous. Donc mon passage est un honneur. Voilà. Merci beaucoup. Nous nous séparons déjà de Maître Eli Beni Kamalenga. Avec lui, nous avons parlé de questions d'actualité qui ont émaillé la semaine. Et dans cette édition, le sport, on en parle avec Eflek Fumunani qui va nous parler du stade de Martyrs et de la Kenya qui n'ont pas été homologués par la CAF pour recevoir les interclubs de la CAF. Mais avant tout, nous demandons à la régie de nous proposer l'élément du sport qui a été fait pendant la semaine, fustigeant déjà la mauvaise qualité de nos stades par rapport au communiqué de la CAF. Nous venons de terminer la réunion. La FECOFA qui a introduit, a écouté, la LINAFOOT a écouté la DEFCO. Elle a préféré rester réfléchir sur le sujet. Demain, que lundi, elle va retrouver la LINAFOOT pour échanger davantage. Et mardi, je pense mardi ou peut-être mercredi, elle va réinviter la DEFCO
pour proposer les pistes de solutions que la FECOFA aura effectivement à proposer à la DEFCO et nous verrons la suite. Nous sommes venus à l'invitation de la FECOFA. Sûrement qu'entre demain, dimanche et peut-être lundi, elle fera à son tour des démarches et elle pourra nous donner effectivement les informations pour le lundi et le mardi, quand elle aura communiqué avec la DEFCO, vous le saurez. Je ne pouvais pas anticiper sur la position, sur la réflexion de la FECOFA. Mais il n'y a rien de nouveau. Nous pensons que la FECOFA a entendu les cris d'alarme de la DEFCO, c'est-à-dire les clubs réunis. Et au regard de conditions que nous avons posées, la FECOFA a préféré réfléchir, rester réfléchir. Mais néanmoins, elle a reconnu que nous avions raison. Mais les clubs tiennent absolument à ce qu'il y ait des propositions dans le sens de trouver des solutions durables, des solutions qui permettront à ce que le championnat, si ça doit commencer, ça commence jusqu'à la fin. Et si ça ne peut pas commencer, à ce moment-là, les clubs ne peuvent pas continuer à souffrir. Je pense que... Voilà, vous venez par contre de suivre la réaction du président de la Linafoot au sortir de la réunion avec la Fédération Congolaise de Football Association. Ils étaient en réunion parce que la Linafoot devait, ou s'était dit, incapable de continuer à poursuivre le championnat. Et c'était une réunion avec la fédération et les représentants de clubs et l'organisateur du championnat national. Eflek Fumunani, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui était au centre ou qu'est-ce qui a fait que la fédération se décide de réunir les représentants de clubs? La Linafoot, c'est vrai que la Linafoot avait suggéré d'arrêter les championnats vu toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Qu'est-ce qui s'est réellement dit dans cette réunion entre la fédération et toutes les parties prenantes? En fait, parce que d'emblée, je dirais c'est vraiment quelque chose de très important pour que le championnat congolais. Vous savez que le championnat congolais, c'est le meilleur championnat de l'Afrique noire. Avec tous ces reports qu'il y a de match en match. Voilà, bien sûr, ils sont dans le top 5 depuis tant d'années. Et voilà, pour réellement sauver la jeunesse congolaise et la jeunesse africaine, on devait réellement mettre autour d'une même table pour chercher la solution. Parce que les présidents de différents clubs, réellement, ils dépensent de l'argent pour que la jeunesse soit réellement bien encadrée. Parce qu'ils ont au moins des matchs amicaux qu'ils jouent. Oui. Voilà pourquoi ils ont décidé d'abord de voir la FECOFA, mais aussi le dirigeant de la Linafoot, de pouvoir chercher la solution au plus vite possible pour la poursuite de notre championnat, qui est réellement un championnat très très important. Qu'est-ce qui s'est finalement décidé dans cette réunion? En fait, la décision n'est pas encore prise. Voilà, ils attendent au moins au plus tard ce mardi. Ce mardi déjà, on aura une suite propice pour savoir un peu plus concernant ces championnats de la Vodacom, de la Ligue nationale de football de la 23e édition. Voilà, comme on parle de la Ligue nationale de football, c'est vrai que le match de football se joue dans des stades et la CAF venait de notifier à la fédération l'homologation d'un seul stade pour accueillir les interclubs de la CAF, qui est le stade du tout-puissant Mazembe, le stade de la Kenya et le stade de Martyrs de la Pentecôte ne sont pas homologués pour accueillir les interclubs de la CAF. La plus grande question reste posée, c'est celle de savoir où l'ASV Club, le Daring Club Motema Pembe et les Saint-Éloi joueront leur match d'interclub de la CAF. Comment est-ce que le milieu sportif congolais a accueilli cette nouvelle? C'est vraiment une nouvelle décevante, en fait, parce qu'il y a déjà des voix qui sont réellement parlées partout ailleurs. Et donc, voilà, en fait, maintenant que DCMP déjà joue demain pour la phase de poule de la CAF, ça sera la semaine prochaine déjà, DCMP va jouer. Devra jouer un match retour en République démocratique. Évidemment pour le compte de la deuxième journée et pour le compte de la troisième journée. Et donc voilà, mais aussi cette décision réellement met réellement tout le monde mal à l'aise parce qu'en ce net moment, déjà il y a un communiqué de ministère des Sports
qui a déjà répondu que les conditions, donc le stade des Martyrs est toujours aux travaux en fait, et donc petit à petit, peut-être au plus tard vers le 15 de ce mois, et que la CAF peut encore revenir pour une inspection. Évidemment, pour pouvoir encore une nouvelle inspection, de voir encore certaines choses, parce que selon le ministère des Sports, le stade des Martyrs déjà au moins 4 millions de dollars depuis 2021 qui a été déjà débloqué pour pouvoir rénover ce grand stade. Okay. Donc voilà, inauguré depuis 1994. Donc c'est vraiment décevant de pouvoir savoir. Mais déjà, des clubs comme Lupopo a déjà décidé de pouvoir jouer Andola, qui est en Zambie. Okay. Donc ça reste seulement pour, dans le Clémenté Mapembe, peut-être voir le tout-puissant Mazembe, parce que c'est le seul stade homologué en ce moment pour le RDC. Et puis là, c'est le club aussi de peut-être voir le tout-puissant Mazembe pour jouer ces différentes rencontres. Voilà, nous restons toujours avec vous sur ce plateau. Plusieurs actualités sportives cette semaine. Il y a l'infatigable Mputu Mabi Trésor qui a jugé de mettre fin à sa carrière. À 37 ans, il décide de ne plus fouler les gazons pour de matchs de football officiels. Certains pensent que c'est très tôt, il pouvait encore jouer, et d'autres se disent qu'il a quand même tout donné et il n'a plus rien à donner, surtout à l'équipe nationale. Vous qui êtes un expert de sport, comment avez-vous accueilli cette nouvelle de la mise en retraite des Trésors Mputu? Franchement, moi, dans mon humble avis, ce garçon, il mérite. Il a fait, c'est vraiment une carrière de 20 ans. 2 décennies de carrière professionnelle. Donc, il est né le 10 décembre 1985 à Kinshasa. Il mesure 1m72. Donc, voilà, il est professionnel depuis 2003. Donc, voilà, par son club amateur, Jack Trésor. Ça fait 20 ans de carrière. 20 ans de carrière, c'est vraiment énorme. C'est un joueur exceptionnel. C'est une des légendes africaines, mais aussi congolaises, bien entendu. Donc, voilà, il a joué en club en 2003, en 2014, en tout-puissant Mazembe, 260 matchs joués avec 168 buts marqués. Et puis encore, il a fait un passage au niveau de l'Angola, là où il a joué 2 matchs avec un but marqué en Caboscope. Et puis, revenir encore au tout-puissant Mazembe 2016 à 2021, il a joué 69 matchs, il a marqué 30 buts au total. Avec l'équipe nationale congolaise, il a joué au moins 54 matchs avec 14 buts au total. Il a joué 375 matchs joués avec 252 buts marqués, 20 ans de carrière. C'est vraiment un immense talent. C'est un grand joueur. Il a fait une très très belle carrière. Il a été sollicité dans de grands clubs européens. Et bien sûr qu'il y a eu certaines des négociations qui étaient vraiment assez importantes entre tout-puissant Mazembe, mais aussi des clubs européens. Voilà pourquoi il a toujours resté fidèle ici en Afrique. Trésor, il a réellement fait son temps. Bravo à lui. Donc moi je pense qu'on devait être très très fiers d'être Congolais avec un trésor national. On devait être très fiers avec un trésor national qui met fin à sa carrière. Coup de chapeau à lui. Il y a un autre Congolais qui fait aussi la fierté de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Chancel Mbemba, communément appelé Demi-Dieu. Depuis l'année passée, il est à l'Olympique Club de Marseille. Il est Marseillais, ça fait pratiquement une année qu'il joue là-bas. Mais cette année, il y a plus de sensations. Et la dernière sensation, c'est celle avec le Paris Saint-Germain. Chancel Mbemba, on le voit en accrochage avec Sergio Ramos, un grand joueur. Mais quand il rivalise avec ce grand joueur, et il faudra noter qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain de Lionel Messi par 2-1. Donc, ça prouve à suffisance que Chancel Mbemba monte en puissance. Que retenir de ce joueur congolais qui fait la fierté de la République démocratique du Congo en France et à travers le monde?
Sans doute, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde, Chancel Mbemba. Il a juste 27 ans. Il est né en 1994 ici à Kinshasa. Déjà, depuis son arrivée à l'équipe de l'Olympique de Marseille, depuis 2022, donc il a joué 30 matchs, déjà joué 4 buts marqués, l'un des meilleurs buteurs de championnat français. Et donc, voilà, c'est un défenseur avec temps de jeu déjà avec 2475 minutes de temps de jeu, 3 cartons jaunes, 3 cartons jaunes, 1 carton rouge. Et puis, en 9 ans de carrière en Europe, c'est vraiment un joueur exceptionnel, un joueur très joyeux. Il est très discipliné, donc il est toujours à l'aise. C'est vraiment un garçon qui fait aussi la fierté de notre football congolais. Donc, bravo à lui. Donc, je pense que s'il continue toujours avec cette allié, il sera réellement courtisé dans de grands clubs européens comme Real de Madrid, Barcelone, pourquoi pas la Juventus. Merci beaucoup, Eflek Fumunani. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette édition. Mais si il faudra nous rappeler les rencontres de clubs congolais, les Daring Club Motema Pembe jouent quel jour? En fait, pour la Coupe de la Confédération africaine, d'abord, c'est toute la première fois on voit 3 clubs congolais en liste, en phase des poules de cette compétition. Donc, le tout-puissant Mazembe d'abord qui va jouer demain. Le dimanche. Le 12 février au stade de Kama City à Lubumbashi. 14h juste heure de Kinshasa, 15h juste heure de Lubumbashi. Et puis, Daring Club Motema Pembe va jouer à l'extérieur, ça sera à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Ça sera à 17h juste heure de Kinshasa. Et puis face à l'ASEC Mimosa. Et puis Saint-Ouen-du-Popo va jouer en déplacement, ça sera en Alger face à l'IMC Alger. Donc ça sera à 21h heure de Kinshasa. Donc nous donnons réellement bonne chance à toutes les équipes congolaises qui vont réellement jouer pour la Ligue des Champions. L'ASEC va jouer au plus tard le 3 mars parce qu'il y a eu... Avec les va jouer face à Ouida de Casablanca parce qu'il y a la Coupe du Monde de clubs. Le club qui se joue au Maroc. Qui se joue au Maroc. Voilà pourquoi il y a eu un peu... on a reprogrammé le programme concernant la Ligue des Champions africaine. Ok. Merci beaucoup, Eflek Fumunani, pour toutes ces actualités sportives. Je pense que c'est sur cette note sportive que nous bouclons cette édition consacrée à la page rétrospective du RC Actu 7 de ce samedi 11 février touche à sa fin. Mais avant tout, cet adage Nekongo qui dit Kiaku Kiaku Kiangani Kiangani. Cela veut dire ce qui t'appartient t'appartiendra et ce qui ne t'appartient pas ne t'appartiendra pas non plus. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Continuez à vous abonner sur DRC Info Télévision et toujours cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer.